Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous France 24 RFI avec Frédéric Rivière. Nous accueillons Hervé Morin, bonjour. Bonjour Roselyne Président du Nouveau Centre, ancien ministre de la Défense dans le gouvernement Fillon. Alors Hervé Morin. Et député de Normandie, s'il vous plaît. Et député de Normandie, pardonnez-moi. Hervé Morin, donc aussi ancien soldat centriste de François Bayrou, mais ça date. Hein. Ouais. Vous avez été l'un des premiers... Ça nous donne des rides, ça, vous savez. Ça vous donne des rides. Vous avez été l'un des premiers à dénoncer la stratégie solitaire du Béarnais. Et entre les deux tours de l'élection présidentielle, vous délaissez l'homme au tracteur pour suivre les pas de Nicolas Sarkozy qui vous offre un ministère régalien. Au nom de l'ouverture, vous tentez une candidature à la dernière présidentielle, mais vous ne décollez pas dans les sondages et vous jetez l'éponge. Et aujourd'hui, vous avez rejoint le groupe centriste de Jean-Louis Borloo à l'Assemblée nationale, l'Union des démocrates et indépendants. Peut-être un mot quand même sur votre ancien camarade Bayrou, qui s'est craché à la dernière législative. Est-ce que ça valide ce que vous pensiez, c'est-à-dire une stratégie solitaire, suicidaire? Vous l'avez longtemps dit. Ça ne me réjouit pas. J'ai beaucoup d'affection et d'estime pour l'homme. Donc je ne participerai pas à la lie des hommes de droite expliquant que tout ça, il le méritait. Mais en même temps, François Bayrou a oublié quelque chose de simple, c'est qu'on est sous la Ve République et que la mécanique de la Ve République impose des alliances. Après, c'est tout le débat de 2007, hein, entre nous deux. Moi, je lui disais, en tant que centriste, je considère que mon camp naturel est d'être associé à un parti de droite. Lui disait, on incarnera une troisième voie. Je disais, mais il n'y a pas de troisième voie possible. Cette troisième voie possible sans alliance, c'est l'isolement, et l'isolement qui vous amène à la disparition. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est vrai que l'UDF était quand même un beau parti qui a été transformé en MoDem, mais aujourd'hui 2 ou 3 députés. Est-ce que vous pensez que ce que veut faire Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire reconstruire le centre... Il a fait un groupe parlementaire pour l'instant, oui. Avec des personnalités issues d'horizons très divers. Donc il ne faudrait pas que ce groupe soit des sauterelles dans une boîte, en quelque sorte. C'est-à-dire quelque chose qui manque d'unité. Et donc il faut absolument que cette initiative-là, qui est comparable à celle qui existe au Sénat, puisqu'il y a un groupe parlementaire au Sénat de centristes issus de partis politiques différents, il faut que ce groupe parlementaire favorise la genèse d'une formation politique qui soit la plus unifiée possible. Et mon inquiétude est celle-là. Je suis président d'un parti, et pourtant je le dis, il faut que chacun d'entre nous laisse ses égos ou son égo au vestiaire ou au placard et accepte l'idée de la construction d'une formation politique la plus unitaire possible. S'il s'agit de construire une confédération où dans cette église il y aura des chapelles, on crée les germes de la division et de l'éclatement, et donc ça n'ira nulle part. Et vous avez encore, votre parti a encore un avenir après votre parcours présidentiel, dans cette campagne présidentielle? Oui, il a un avenir parce qu'il a ses militants, parce qu'il a des élus locaux, parce qu'il a des parlementaires, parce que, en clair, moi j'estime que l'héritage de l'UDF, nous l'avons incarné pendant 5 ans. Si nous n'avions pas été là, qui aurait incarné ce message-là? Je vous rappelle que le Parti radical était associé à l'UMP, que le MoDem était dans la stratégie qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc nous avons maintenu la petite flamme centriste de ces gens issus du libéralisme ou du Parti républicain comme moi, de la démocratie chrétienne comme d'autres, et les troisièmes issus du solidarisme. Bon, on a été là, on a construit ce parti... ça a été une longue épreuve. Aujourd'hui, on a un financement autonome, puisqu'on a eu assez de candidats pour bénéficier de ce financement autonome. Donc ce parti a une existence propre. Mais je dis, quelle que soit son existence propre et sa capacité de porter des candidats dans l'avenir, si on veut donner une chance à ce mouvement de centre-droit, il faut faire en sorte que tous ceux qui se sont éclatés dans une diaspora infinie et dans un éclatement qui amenait à l'éclatement futur, il faut que tout cela mette leurs intérêts et leurs ambitions personnelles de côté et essaie de construire une famille commune. C'était une erreur de tuer l'UDF? Quand on voit ce que ça pesait, quand même, l'UDF a été
En fait, le naufrage de l'UDF a commencé bien avant tout cela. Il a commencé à la fin des années 90, lors de l'éclatement entre les bayrouistes et les madelinistes, si vous voulez vous rappeler de l'histoire. Et puis ensuite, il y a eu surtout le schisme de 2002, au moment où Jacques Chirac, n'ayant pas besoin de l'UDF pour être élu au second tour de l'élection présidentielle, décide de créer l'UMP, n'ayant pas besoin du soutien de Bayrou au second tour de la présidentielle, et où on voit 90% des centristes partir à l'UMP. Et on est allé de mal en pis, c'est-à-dire de la première force territoriale de France et un parti politique de 200 parlementaires. On en a fait ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord et avant tout pas mal de décombres. On va peut-être parler de l'actualité plus récente. Oui, alors je voulais, pardonnez-moi, juste, on avait prévu de passer un sonore là-dessus, puisque c'est le sujet, pardonnez-moi Frédéric, sur le centre et l'avenir du centre. Et Jean-Louis Borloo, écoutez ce qu'il dit, et on en reparle après. Ce centre droit français est indispensable à l'équilibre, y compris pour la droite républicaine. Elle ne gagnera plus jamais d'élection s'il n'y a pas à côté d'elle, moi j'espère plus importante qu'elle, mais en tous les cas à côté d'elle, dans une confrontation positive, dans des débats, dans une compétition, un centre puissant. Vous avez entendu, ça cogne, ça cogne oui, la alors confrontation. est-ce que l'UMP aura besoin du centre pour s'en lever? Mon analyse, c'est que bien entendu, on a un message politique, nous sommes à la fois des libéraux, mais attentifs à ce que cette politique soit au service de l'homme, et grosso modo, nous sommes les seuls fédéralistes de la scène politique. Bon. Il y a les Verts aussi. Nous, on l'est depuis 50 ans. Est-ce que, honnêtement, il y a tout de même des évolutions institutionnelles qui sont extrêmement lourdes. C'est pour ça que je n'ai pas forcément la même analyse que Jean-Louis là-dessus. Tout du moins, ça mérite d'être un peu plus pesé. Je voudrais simplement vous faire observer deux choses. La première, on est très loin des sujets d'actualité, mais enfin, c'est pas grave. La première, c'est que on a assisté à une élection présidentielle dans laquelle on a eu un candidat, Nicolas Sarkozy, puisqu'il a été aussi le candidat de Jean-Louis Borloo, qui est parti avec un handicap terrible, qu'on donnait archi-battu, et qui finalement a été sur le point de gagner, tout en n'ayant absolument pas de réserve centriste, au soir du premier tour. 48,5. Et en fait, si Nicolas Sarkozy perd, il perd plus par lui-même, parce qu'un certain nombre de Français lui ont reproché un certain nombre de comportements durant son quinquennat. Bon. Deuxièmement, à gauche, les Français n'ont pas élu une majorité plurielle. Ils ont voulu donner une majorité absolue à un parti politique qui est celui du président de la République. En clair, le Front de gauche et les Verts, à chaque fois qu'ils ont fait des primaires, se sont pris des raclées, et ils n'ont eu de parlementaires que parce qu'ils étaient associés au Parti socialiste et que le Parti socialiste les protégeait. Et pour nous, c'est à peu près le même schéma. Et donc je dis, dans un contexte politique dans lequel les élections législatives n'ont plus aucune autonomie, de surcroît, elles n'intéressent quasiment plus personne. Ce schéma politique-là, je ne suis pas aussi convaincu qu'il soit encore aussi pertinent qu'il a pu l'être avant. Bon, on parle un peu du discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault. Vous avez dit que c'était un discours d'austérité à des années-lumière du grand changement promis par la gauche pendant la campagne électorale. J'ai dit où est le changement. Oui, mais c'est ça, vous regrettez qu'ils ne tiennent pas leurs engagements, qu'ils ne soient pas assez à gauche. On a, grosso modo, on a depuis un mois écrit une histoire qui est différente de celle qui a été présentée durant la campagne présidentielle. Et je pense que pour un pouvoir proposer un contrat et déchirer le contrat au lendemain de l'élection, ça n'est jamais bon. Ça n'est pas bon pour la démocratie et ça n'est pas bon pour engager un certain nombre de transformations que vous souhaitez. Vous pouvez les faire depuis plusieurs semaines sur tous les sujets. On est sur France 24 et RFI. Prenons les sujets de défense et de politique étrangère. On nous avait annoncé la fin des troupes françaises en Afghanistan avant le 31 décembre. On savait que ce n'était pas possible et qu'en plus, diplomatiquement, la France ne le pourrait pas. Ce fut le cas. Les socialistes avaient annoncé une révision de la France, de la place de la France au sein de l'Alliance Atlantique, nous accusant d'avoir procédé au bradage des intérêts de la France par le retour d'un commandement intégré.
Cette affaire n'existe plus. Les socialistes avaient... avaient... pas la priorité. Oui, c'est l'ancien ministre de la Défense qui parle. Mais je prends des exemples concrets. C'est pas des priorités, mais soit un discours a un sens, soit il n'en a pas. Oui, mais ça n'empêche pas les Français de dormir le soir, ça. Non, mais je prends des exemples volontiers liés à... Bon, je prends le pouvoir d'achat. On nous a expliqué qu'il fallait augmenter massivement le pouvoir d'achat des Français. Qu'il y ait un vrai sujet sur le pouvoir d'achat. En effet, la hausse du SMIC a été grosso modo du domaine de la mendicité. Et quant au reste, on assiste plutôt à une hausse des prélèvements obligatoires pour chacune et chacun des Français, plutôt qu'au sentiment qu'on vous est en train de vous donner des marges de manœuvre. Je dis que derrière tout ça, il y a un vrai sujet de fond, c'est est-ce qu'on donne à la France la capacité de retrouver la croissance qui permettra en effet de distribuer, non pas à crédit, mais de distribuer sérieusement du pouvoir d'achat. Et moi je dis, il nous faut une politique de l'offre. Il nous faut une politique qui d'abord et avant tout rebâtisse notre système productif en favorisant la production et l'économie française. Et que pour l'instant, j'assiste à des hausses de prélèvements obligatoires, j'assiste à des mesures symboliques, mais je n'assiste absolument pas au mouvement qui permet à la France de s'engager dans le monde nouveau dans lequel nous sommes. Alors, effectivement, 7 milliards d'euros d'impôts... Prenez le traité européen, il avait annoncé la révision du traité européen, il n'y a plus de question. Mais il a obtenu son... Mais le volet de croissance, il était déjà en discussion depuis belle lurette. Les project bonds, on en parlait depuis des semaines. Des grands projets d'investissement, on en parlait des semaines. Mais en revanche, la réforme systémique dont a besoin l'Europe, c'est-à-dire d'aller vers une harmonisation fiscale, d'aller vers un socle social commun, vers un budget européen, vers des impôts européens permettant de donner à l'Europe l'unité et la cohésion dont on a besoin. Il n'en est absolument pas question. Est-ce que, sur la fin, par exemple, des heures supplémentaires, est-ce que vous avez le sentiment que c'est uniquement pour détricoter ce qui avait été fait auparavant ou parce que c'était une mesure qui était... Moi, j'ai fait la campagne électorale. J'ai constaté deux choses. La première, c'est qu'il y a des pans entiers de l'industrie française. Vous prenez les usines de décolletage dans les vallées de Savoie. Ce sont des usines qui sont soumises à une compétition féroce de l'Allemagne, de l'Italie et des pays émergents. Tous les salariés, ou presque, beaucoup de salariés de ces usines bénéficient des heures supplémentaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un, on va encore affaiblir la compétitivité de l'économie française parce qu'il y avait des décharges sociales pour cela. Et deux, on va réduire le pouvoir d'achat des salariés. Est-ce que vous croyez que c'est le bon sens ? Et est-ce que vous croyez... Parce que derrière ça, il y avait l'idée que quand on faisait des heures supplémentaires, en quelque sorte, on empêchait la création d'emplois. Mais ça part d'une idée qui renonce à considérer que l'homme n'est pas interchangeable à un autre homme indéfiniment. Que quand on a besoin de 3 heures de travail en plus, les gens ne sont pas des pions. Quand il y a des gens qui ont des formations, de la qualification, de l'expérience, on ne peut pas les remplacer comme ça en allant chercher quelqu'un sur le marché du travail. Et donc, tout ça, en plus, relève d'une erreur, même sur la conception même qu'on peut se faire de l'homme dans l'économie. Vous êtes un Européen convaincu, un fédéraliste convaincu et assumé. Vous voulez les États-Unis d'Europe, au fond. Est-ce que vous êtes sûr que les peuples... Je ne veux pas la disparition de la France. Je veux simplement qu'on mette en commun les éléments de souveraineté qui me paraissent utiles pour que nous nous en sortions. Est-ce que vous êtes sûr que les peuples en ont envie ? Et est-ce qu'il faut leur demander leur avis ? Écoutez, il y a des procédures parlementaires pour ça. Déjà... Il y a des référendums aussi. Oui, mais il y a des procédures parlementaires. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et je dis que pourquoi... Je veux dire, la question européenne, elle est simple. Est-ce qu'on crée des institutions efficaces, capables de répondre aux défis du monde moderne dans lequel on est ? Et deuxièmement, il nous faut des institutions démocratiques. Le peuple français, comme le peuple européen, n'acceptera de révision institutionnelle que si on y rentre de la démocratie. Or, en vérité, qu'est-ce qui se passe ? Vous et moi allons voter tous les 5 ans au Parlement européen, ça ne change jamais rien. Il faut qu'un jour, on fasse rentrer la politique en Europe. Voilà. Alors, peut-être sur 2 sujets de société. Jean-Louis Borloo a déjà donné son avis, notamment sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Est-ce que vous êtes pour ? Et puis, deuxième sujet de société important aussi, c'est le mariage des homosexuels et puis l'adoption. Ils pourront adopter. Est-ce que là-dessus, c'est des sujets de société que vous... C'est des sujets de société où, bien entendu, l'unité, vous ne la trouverez pas dans le groupe, si j'en crois... Mais vous, par exemple ? Moi, je suis... franchement défavorable
au droit de vote des étrangers aux élections locales. Donc vous n'êtes pas sur la même ligne que Borloo? Non, j'ai jamais été, donc c'est pas nouveau. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on veut donner le droit de vote des étrangers aux élections locales à ceux qui ont 10 ans de présence sur le territoire national et qui sont intégrés. Bon. Je dis, si vous voulez exercer la totalité des droits liés au fait que vous êtes intégré dans la société française, devenez français. Et ce que je souhaite, c'est qu'on ait des conditions de naturalisation et d'accession à la nationalité française qui soient dignes. Allez voir les files d'attente et les conditions d'accueil de ceux qui veulent devenir français. C'est ça la honte. C'est pas le fait de dire vous êtes étranger et on ne vous donne pas le droit à la parole. Je pense que l'exercice de droit civique est lié à la nationalité. Peut-être un mot aussi sur le mariage et l'adoption. Je suis favorable à l'adoption. Je suis pour un contrat pour le mariage. Alors on va me dire c'est contradictoire. Oui, ça paraît pas cohérent comme ça. Si, c'est cohérent. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système de faux cul. Parce que, oui, vous êtes célibataire. Qu'est-ce qui se passe? Demandez à vos amis, c'est très simple. Vous êtes homosexuel et vous voulez adopter. Vous cachez votre compagnon ou votre compagne dans le placard. Vous faites la procédure d'agrément avec les assistantes sociales en disant que vous êtes célibataire. Vous adoptez. Et ensuite, vous ressortez le compagnon ou la compagne du placard. Eh bien, moi, je dis, pour protéger les droits de l'enfant, faisons en sorte que cet enfant qui va être élevé par 2 parents, que cet enfant puisse bénéficier des mêmes protections que des enfants issus de couples hétérosexuels. Merci, merci beaucoup Hervé Morin d'être passé sur France 24. Merci Frédéric Rivière. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Merci à vous.